Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. De l'approche scientifique du tourisme. Qu'il faille approcher le tourisme, en matière de recherche universitaire, d'une manière scientifique, semble une évidence sur laquelle tous les chercheurs seront a priori d'accord. Il en découle la nécessité d'une approche rationnelle, rigoureuse, cherchant à s'approcher au mieux de l'établissement de connaissances les plus indiscutables possibles. C'est à partir de là que les difficultés commencent. Quelle science ? Ces exigences commandent en effet au préalable de ne pas succomber aux croyances qui sont l'antithèse de la science. Première difficulté dans un champ, le tourisme, où le chercheur peut difficilement ne pas être marqué par sa propre expérience, au moins à certains stades de sa recherche et sur certains thèmes. Or, il faut reconnaître, et nous ne dirons pas que nous-mêmes n'y avons pas succombé à l'occasion, que les croyances en matière de géographie du tourisme sont beaucoup plus répandues qu'on ne le pense. Nous avons pu constater, pour l'avoir aussi éprouvé nous-mêmes, que l'on a tendance à extrapoler comme vérité scientifique une conclusion tirée de ses propres expériences, mais dont rien ne prouve le caractère universel. Par exemple, quand on écrit « Qu'est-ce qu'un beau paysage ?» Un paysage qui mérite d'être regardé, contemplé, admiré et rapidement reproduit et diffusé de manière à ce que sa représentation touche ceux qui ne l'ont pas encore vu. Équipe MIT 2002 page 182. Phrase typique où se trouvent transposées des croyances, des opinions qui sont courantes peut-être en Occident, mais pas forcément ailleurs. Une foule de questions se posent en effet que cette phrase juge apparemment résolue. Qu'est-ce que le beau ? Un paysage peut-il mériter d'être regardé ? Notion qui paraît ici fort anthropocentrique. Et que doit-il faire pour mériter ? Au nom de quoi méritera-t-il ? Pourquoi sa reproduction serait-elle être liée à ce mérite ? Et pourquoi rapidement ? Un paysage dont la reproduction n'est pas diffusée ne peut-il être beau ? Sera-t-il moins beau si ce n'est pas rapidement ? Et pourquoi devrait-il toucher ceux qui ne l'ont pas encore vu ? Est-il obligatoire de le voir en étant touché ? Personne n'a-t-il le droit de reproduire un paysage laid ? Ou de trouver beau un paysage non reproduit ? Ou de ne pas être touché par un paysage réputé beau, ou par un paysage laid ? Depuis quand et où la mer ou la montagne sont-elles éventuellement belles ? Une mer en furie, la plaine d'Europe du Nord, le pôle Nord sont-ils toujours beaux ? Y a-t-il des degrés dans le beau ? Quand on peut lire, quand des touristes occidentaux regardent le Yangtze, ils voient un fleuve. Les Chinois voient un poème rempli d'idéaux philosophiques. Sophile Daly, 1998 page 367, et que l'on connaît l'avenir que certains prédisent à la Chine en matière touristique, on peut sans doute estimer que la dimension interculturelle du tourisme et sa compréhension peuvent difficilement échapper à ce genre d'interrogation. Discuter ces quelques questions offre probablement de quoi occuper plusieurs autres livres. Bref, on a ici un condensé de ces approximations, reposant sur nos croyances, opinions et pratiques habituelles, telles que le MIT les reproche à beaucoup d'auteurs comme non scientifiques, mais qui parsèment densément ces ouvrages. Il sera facile pour un lecteur attentif d'en relever à profusion. Sans doute même ce livre n'en est-il pas exempt, mais il ne prétend pas se poser en donneur universel de leçons. Comment y échapper totalement, d'ailleurs ? Cela fait longtemps que le savoir n'est plus seulement une arme de conquête, il s'est fait croyance. Cette croyance en un savoir qui apportera la liberté, la maîtrise, le bonheur, cette conviction que l'important est d'avancer avec le progrès pour moteur, apparaît alors commune à tous, chez Comte, le père du positivisme, comme chez Marx. Aubenas et Benassayag 2002, pages 31 à 32. En matière de science, sans doute peut-on souscrire également à l'affirmation de Diderot, que l'Encyclopædia Universalis rappelle en exergue, et qui distingue deux moyens de cultiver les sciences, l'un d'augmenter la masse des connaissances par des découvertes, et c'est ainsi qu'on mérite le nom d'inventeur, l'autre de rapprocher les découvertes et de les ordonner entre elles, afin que plus d'hommes soient éclairés et que chacun participe selon sa portée à la lumière de son siècle. Même s'il y a encore peut-être quelques découvertes à y faire, il nous semble que l'étude du tourisme relève plutôt de la seconde posture, mais que l'ordonnancement évoqué s'avère encore bien rude. C'est tout l'intérêt de la tâche qui permet à chacun, selon sa portée, de joindre modestement sa petite lueur au grand phare qui nous éclaire déjà.
Au-delà ou en deçà de ces deux orientations possibles, souvent conjointes et complémentaires, se pose aussi la question de savoir de quelle science est-ce l'on parle, science dure ou science molle. Il ne semble pas que l'étude du tourisme puisse revendiquer le statut de science dure, telles que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie. Les sciences humaines et sociales sont généralement considérées comme sciences molles, et on a parfois contesté, non sans raison, les appellations de sciences économiques, géographiques, historiques, politiques, juridiques, etc., tant apparaissent difficiles à déterminer et connaître avec précision d'une façon scientifique les objets de recherche et les moyens maîtrisables et reproductibles d'en percer la connaissance. Comme on le verra plus loin, nous ne souscrivons pas à cette position, et considérons que l'étude du tourisme peut rentrer véritablement dans le champ d'études scientifiques, au moins par la rigueur dont elle doit tenter avec un bonheur inégal de faire usage. S'il est vrai que la progression de la connaissance se fait aux marges de ce que nous connaissons déjà, comment pourrions-nous affirmer d'emblée que ces marges sont connues et délimitées de façon sûre et certaine, sauf à tirer la conclusion de la recherche avant de l'avoir menée, et ce faisant à nier alors, indirectement, l'existence de marges nouvelles au-delà? Le postulat qu'il existe des marges au-delà des marges, et ainsi de suite, nous semble scientifiquement la seule attitude tenable, mais elle exclut du coup tout dogmatisme et tout positivisme, tout manichéisme réducteur, comme on aura l'occasion d'y revenir. D'autant plus que, même dans les sciences dites dures, les aspects déterministes sont considérés avec de plus en plus de circonspection, comme le chapitre 5 l'abordera à propos des phénomènes complexes et de la théorie du chaos. L'on constate par conséquent que l'acception du terme « science » lui-même, qui conditionne ensuite l'étude même du tourisme, est loin de faire l'unanimité. Pour notre propos, nous adhérons à une conception de la science qui tâche d'allier rigueur et raison, sans prétendre aller contre les faits, même dérangeants, mais sans prétendre non plus ni connaître tous les faits, ni avoir toutes les clés de leur interprétation. Quelle science ? Une fois posé le principe d'une étude scientifique du tourisme, de quelle science particulière usera-t-on ? Il semble que l'étude du tourisme trouve assez naturellement sa place parmi les sciences humaines et sociales, même si les sciences dites naturelles ou biophysiques jouent un rôle dans l'étude de certains faits touristiques. On ne peut que souscrire au propos de J. Séguet, selon lequel « le milieu physique ne peut être négligé dans la mise en tourisme des îles intertropicales » 2000, cité dans Équipe MIT 2002, page 183, affirmation d'où l'on peut inférer qu'il n'y a pas de raison pour que cela ne soit pas la même chose dans d'autres espaces. Mais le tourisme penche-t-il plus du côté des sciences humaines ou des sciences sociales ? Pour certains, la géographie du tourisme est désormais dans une impasse, à force de se répéter sans renouveler ses concepts et ses démarches, et en particulier sans faire l'effort indispensable de les repenser dans le cadre d'une science sociale. CNAFU 2001, page 190. Mais le renouvellement n'est pas une fin en soi, non plus que la déconstruction systématique pour le plaisir de montrer qu'on est un brillant déconstructeur. Et il n'est pas question de cultiver le sensationnel et la provocation gratuitement en prétendant que la géographie du tourisme n'a en somme rien compris jusqu'à présent de l'avenir lumineux qui s'annonce, à moins que, drapée dans son inconscience, elle n'ait pas vu venir la mort programmée qui l'attend. Et puis, s'agissant des apostrophes une science sociale, de laquelle s'agira-t-il, à moins que l'on en fonde une nouvelle qui sera à la croisée des problématiques touristiques ? On peut légitimement se poser quelques questions. Comme le dit J. Bonamour, noyer la géographie dans toutes les sciences sociales est-il plus important que de reconnaître sa spécificité en accord avec le développement de toutes les sciences humaines ? 2004, page 82. Et si elle ajoute, l'adjectif m'a échappé, J. Lévy et Lusso parlent de sciences sociales. Est-ce significatif ? Ibidem, serait-ce aussi une simple question de génération ? Cette noyade a de quoi, à juste titre selon nous, être redoutée par certains. Non sans une certaine dose de mauvaise foi, des auteurs donnent une définition caricaturale de la géographie du tourisme, qui fait comme si la géographie était la seule discipline compétente pour penser le tourisme et laisse de côté les autres dimensions. Stock et al., 2003, page 286. Effet de style plus facile à afficher pour se donner le beau rôle qu'à démontrer sérieusement, tous les géographes faisant précisément appel à autre chose qu'à un aspect purement spatial et réducteur pour tenter d'expliquer le tourisme. Même si l'on peut penser avec certains que nous attendons une science unique, une unité qui n'exclut pas la diversité des approches,
PEGI, IN Dauphiné 2003, PVI. On peut aussi estimer qu'on n'en est pas encore là, qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, que les disciplines même s'ouvrant ne sont pas interchangeables, et les spécialistes non plus, dans l'état actuel de la maturation intellectuelle scientifique et de l'organisation académique française. Certes, la formation continue et l'interdisciplinarité ont fait des progrès, mais on peut adhérer à la définition suivante de la géographie, science qui traite de la manière dont les hommes habitent les lieux géographiques du monde, Stock et al., 2003 page 4, sans pour autant aller jusqu'à partager l'intégralité des conclusions des auteurs selon lesquelles ce sont les touristes, les lieux touristiques ainsi que les rapports aux lieux des touristes qui deviennent centraux. Ibidem, formulant un peu différemment le point de vue émis par R. Knafou, déclarant prendre le parti de construire en géographe une approche du touriste au centre de notre réflexion, puis une approche du tourisme essentiellement à travers ces lieux, in équipe MIT 2002 page 6. Sans doute manquons-nous d'ambition, comme on nous l'a déjà reproché, Knafou 2001 page 189, mais à vrai dire, étudier le touriste comme centre de notre réflexion de géographe, cela nous effraie un peu. Nous n'avons pas de compétences particulières en philosophie, psychologie, ethnologie, anthropologie, sociologie, qui semblent indispensables à une approche approfondie des individus dignes de ce nom. La géographie ne peut-elle intégrer des apports de ces sciences tout en restant géographie ? Ou doit-elle se fondre dans un melting pot où pratiquement elle disparaît ? On sait combien l'histoire a déjà largement empiété sur la géographie dans différents niveaux de formation, et combien les historiens qui enseignent la géographie ne le font pas toujours, pour parler clair, comme les géographes souhaiteraient que ce soit fait. Les questions d'environnement ont été largement appropriées par les spécialistes des sciences de la vie et de la terre, ce qui occulte plus d'une fois une approche réellement géographique. Or, constate à Dauphiné, à propos de la géographie physique, les progrès réalisés ont considérablement apporté à la connaissance des phénomènes naturels, mais cet enseignement n'est plus dispensé par les géographes. La géographie physique progresse à pas de géant grâce à l'essor des géosciences. Or ce progrès est réalisé sans les géographes. L'englument de la géographie humaine dans le pathos des sciences sociales risque fort d'avoir le même effet, 2003 page 230. Que la géographie apporte à d'autres sciences et réciproquement, c'est heureux et indispensable, qu'elle disparaisse dans un pathos serait sans doute regrettable. Et puis, comme le dit en substance Emmanuel Kant, rien ne vaut la géographie pour éclairer le bon sens. C'est un point qui sera repris un peu plus loin à propos de la tourismologie. Certaines de ces sciences sociales n'ont d'ailleurs pas forcément le caractère scientifique, dont on se plaît à les parer comme d'un brevet de sérieux. Ni les psychologies ni les sociologies, dont les territoires se chevauchent si souvent, ne peuvent prétendre au titre de science, parce que ni elles ni les discours apparentés ne savent dire ni décrire ce qu'est l'identité singulière ni le groupe collectif. Puis, ni les unes ni les autres ne peuvent nous apprendre ce qu'il en est de l'appartenance. Monsieur Serre, Hinotier et Lévy, 1996 page 13. Question fondamentale aussi, parce que s'il n'y a pas identité, il ne peut y avoir altérité. Le concept d'identité ne peut pas se séparer du concept d'altérité. J.F. Gossio, 1997, cité par équipe MIT 2002, page 102. On y reviendra également. Quant à nous considérons donc sans aucune espèce de gêne qu'il n'est ni déshonorant ni inapproprié de faire de la géographie du tourisme. Nous ne pensons pas que cela porte préjudice à une approche géographique du tourisme, mais nous pensons qu'il s'agit de deux catégories d'approches différentes, complémentaires et aussi utiles l'une que l'autre. D'ailleurs, qui prétend que cette géographie fasse abstraction des apports des autres sciences humaines et sociales ? Celles-ci sont évidemment indispensables. Le bon géographe français n'est-il pas aussi au minimum, pétri d'histoire à la base ? Pourra-t-il s'en passer dans sa géographie du tourisme ? Bien sûr que non, mais pas plus que de sociologie, d'économie ou de marketing qu'il intégrera dans sa réflexion selon les besoins de sa cause. Et pour ce qui est d'une approche géographique, expression que nous utilisions dès 1984 dans le sous-titre de notre thèse, Dewey, 1985, nous ne voyons pas vraiment en quoi elle serait gênée par une géographie qui se revendique comme telle. Pourquoi ces deux types d'approches se disqualifieraient-ils l'un l'autre, alors qu'ils ont tous les deux leur intérêt et leur utilité ? D'ailleurs,
que font largement dans un ouvrage proposé aux étudiants comme manuel de référence dans une collection de géographie, ces auteurs qui récusent eux-mêmes la géographie Stock et al., 2003, si ce n'est une géographie qui pour l'essentiel n'est pas si éloignée de celle qu'ils traitent de si haut? D'autant plus qu'il faut bien le dire, les exemples dont on dispose jusqu'à présent ne sont pas franchement convaincants. À l'aide de quelques exemples, on se permettra d'émettre quelques doutes sur la pertinence de certaines analyses qui, au-delà de grandes phrases, n'entraînent pas une adhésion enthousiaste. Dire qu'un touriste, c'est une personne d'une certaine complexité, Équipe MIT 2002, page 139, semble un truisme applicable à n'importe quel individu, même non touriste. Affirmer que pour l'ensemble des pays du monde, la pratique touristique tient de critères. L'appartenance à un pays où le tourisme existe déjà, à une famille qui pratiquait déjà le tourisme. Ibidem, page 140, pose quelques questions dont on attend vainement les réponses. Comment le tourisme apparaît-il puisqu'il semble subordonné à une présence préalable, ce qui est contradictoire dans les termes? S'il n'y avait pas de tourisme dans le pays ou la famille, comment peut-on le voir apparaître puisqu'il est censé être déjà là? Comment le tourisme peut-il être un produit de la révolution industrielle? S'il existe à cette époque, est-ce qu'il existait déjà avant? Si l'apprentissage est à l'aune de la transmission des parents vers leurs enfants, Ibidem, page 139, comment les premiers parents ont-ils pu faire cet apprentissage? Jusqu'où remonter, et quelle valeur accorder à ces affirmations? Y a-t-il une question du Big Bang touristique? Comment prétendre sérieusement? La question de l'accès aux pratiques touristiques se pose finalement sous deux angles différents, celui de l'apprentissage et celui des médiations. Les deux montrent clairement que les pratiques touristiques sont des pratiques des lieux car l'accessibilité des lieux et l'accès aux lieux sont nécessairement liés à l'effectuation de la pratique. Ibidem, page 153. Celui qui souhaite avoir accès à un certain tourisme, ne va-t-il donc pas se préoccuper des contraintes de finances, de temps, de famille, de santé? À moins que nous n'ayons pas l'intelligence de saisir que ces aspects sont, cela va peut-être de soi, intégrés dans l'apprentissage ou dans les médiations? Mais ce n'est écrit nulle part, et ce qui va sans dire va souvent mieux en le disant. Et quant à dire en somme, que pour effectuer une pratique sur un lieu il faut accéder à ce lieu, et donc qu'il soit accessible, cela semble une lapalissade qu'on n'aurait pas cru utile d'exprimer tant que les individus n'étaient pas doués du don d'ubiquité. Sans compter que l'apprentissage peut induire de surprenants sauts qualitatifs et quantitatifs. Qu'on en juge, de l'apprentissage de la randonnée dans la montagne française au trekking dans l'Atlas, dans l'Himalaya ou dans les Andes, le pas est vite franchi pour le pratiquant de la marche en haute montagne. Équipe MIT 2002, page 136. On n'imaginait pas soit qu'il y eût si peu de ces randonneurs, soit qu'il fût si facile à un aussi grand nombre de se payer le voyage, le séjour en des lieux si lointains où se posent aussi des questions de santé. Tout cela, et bien d'autres remarques discutables du même style dont on pourrait aligner des pages, n'empêchent cependant pas de déboucher sur une conclusion pleine de perspectives. Les touristes et les pratiques touristiques sont donc bien plus complexes, mot intéressant que nous retenons pour une perspective différente plus loin. Note JMD, que ne le suggèrent les analyses jusque-là proposées qui confinaient à une désespérante simplicité, Ibidem, page 155. Désolé d'avoir sans doute contribué à désespérer nos collègues, mais si les sciences sociales appelaient en renfort de la compréhension du fait touristique, y compris dans son approche géographique, doivent en passer par ces analyses de bazar? Non, merci, ça ne nous tente pas. Un dernier exemple, une photo Ibidem, page 159, présente la pratique de la plage. L'enfant à Libye, lassé, s'est éloigné, abandonnant pelle et seau, mais le papa continue la construction du château. Pour des auteurs qui s'en prennent vivement, on y reviendra, aux propos anti-touristiques de bon nombre de nos contemporains intellectuels, on peut s'étonner qu'ils ne mesurent pas combien les mots alibi et lassé comportent de connotations péjoratives. Alibi, pour des parents à qui une police touristique demanderait sans doute dans quel état d'esprit déplorable ils osent fréquenter la plage? Eux-mêmes n'ont sans doute pas le droit d'aimer y aller? Il leur faut un alibi, leur enfant. Quant à ce dernier, n'a-t-il pas le droit de se reposer, d'aller se baigner ou manger une glace, avant peut-être de se remettre à son jeu? Commentaire d'autant plus surprenant que sa tonalité contredit l'affirmation. La construction des châteaux de sable continue de passionner les enfants et la plage peut se suffire à elle-même. Stock et al., 2003, page 106. Cesser de pratiquer une activité,
ce n'est pas forcément en être lassé. Alors, nous ne savons pas si nos analyses antérieures, et celles de bien d'autres, étaient d'une désespérante simplicité, mais les quelques exemples pris parmi beaucoup d'autres dans plusieurs ouvrages cités ne nous encouragent pas forcément à nous lancer, au nom d'une science supérieure mixant des bribes mal digérées de sociologie, d'anthropologie, d'ethnologie et de savantes références philosophiques, dans d'autres d'. Une affligeante médiocrité, aussi respectables et riches fussent les intentions initiales, dont nous reconnaissons volontiers d'ailleurs qu'elles ne sont pas dénuées de fondement. L'interdisciplinarité et les interfaces ne doivent pas donner à penser que tout le monde sait tout faire. On a déjà tant de mal dans sa propre spécialité. Mais de grâce, chacun son métier et les vaches seront bien gardées, même s'il est légitime et souhaitable d'élargir les marges du pré ou d'en exploiter une partie en copropriété ou en coopérative. Cela dit, il y a des gardiens plus géniaux que d'autres, nous en vivons tous les jours la triste réalité. Mais il y a peut-être plusieurs chapelles dans la cathédrale touristique, qui n'en prend du coup que plus de valeur pour ses visiteurs. Prétention à l'universalité. Qui dit science dit, en principe, prétention à l'universalité, découverte de loi, encore que ce mot puisse bien prêter à discussion dans les conclusions souvent assez relatives qu'il recouvre en sciences humaines et sociales, concernant des réalités universelles et reproductibles. Tous les scientifiques tendent vers cette qualité, que ce soit n'importe quelle équipe de chercheurs, l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, dont la vocation est précisément d'arriver à unifier des concepts touchant au tourisme à travers le monde pour mieux mesurer les réalités qui y correspondent, nous-mêmes ou bien d'autres. Pour souhaitable et légitime que soit cette aspiration, elle n'en pose pas moins de redoutables questions. Dans les sciences qui touchent à l'homme et à la société, chacun constate les différences de conception majeures qui affectent des groupes culturels et sociaux. Chacun ne met pas le même contenu sous les mêmes mots. Par exemple, la position de J.M. Horner semble ambiguë. S'il définit la tourismologie comme une science pluridisciplinaire de synthèse plus appliquée que fondamentale, 2003, page 13. Voir aussi 2003, page 95, son traité de tourismologie ne prétend pas être exhaustif sur les activités touristiques, 2002, page 177, et à la suite de l'Association mondiale pour la formation en hôtellerie et tourisme, AMPORHT, dont il est l'un des principaux responsables, il affirme sans ambiguïté: nous primons le consommateur sur la nature de la clientèle. SIC 2003, page 95. Ce qui est un choix parfaitement légitime mais qu'on a le droit de juger, non moins légitimement, un peu restrictif. Le MIT, de son côté, insiste beaucoup sur le fait que le tourisme repose essentiellement sur la recherche de l'altérité, qui conduit un individu à sortir de chez lui pour aller à la quête du hors quotidien. Dans une large mesure, on peut souscrire à l'affirmation de cette double nécessité du déplacement et du hors quotidien, dont certains aspects exigeront quand même plus loin une discussion plus approfondie. Mais le MIT, comme M. Boyer, soutient aussi que le tourisme est une création moderne, fruit de la révolution industrielle, et correspondant donc à un contexte socio-économique circonstanciel qui l'a produit. Le terme est incontestablement moderne. Mais la pratique, elle, puisqu'il s'agit de replacer l'individu et ses pratiques au centre de la réflexion, Stock et al., 2003, page 21, ne serait-elle pas anthropologiquement de tous les temps ? La mise en cohérence des deux critères, mobilité hors quotidien et modernité, ne va pas sans poser des questions de fond. D'une part, la révolution industrielle a été un phénomène essentiellement européen, qui n'est évidemment pas apparu partout en même temps en Europe, et qui a ensuite essaimé dans quelques pays hors d'Europe, notamment aux États-Unis. Il n'empêche que, même sans parler ici des questions de pure terminologie qu'on devra quand même réexaminer, il y a bien des différences entre les pratiques touristiques et ce qui les fonde entre les citoyens de nombreux pays. La recherche de l'altérité est-elle leur point commun ? Mais même dans ce cas, on constate que le découplage du hors quotidien n'est pas toujours aussi manifeste, comme le montre par exemple C. Aron, 1999, à propos des vacances des habitants des États-Unis, et cela a d'évidentes répercussions sur la mise en tourisme, l'aménagement, la vente et la configuration des lieux touristiques. Ensuite, c'est en Angleterre que l'on peut peut-être observer la concomitance la plus nette entre tourisme moderne et révolution industrielle.
Serait-ce à dire que les circuits du Grand Tour antérieurs à la révolution industrielle n'auraient pas été vraiment du tourisme, alors que ceux qui en furent contemporains, et Dieu sait s'ils furent nombreux, selon des spécialistes reconnus comme J. Tonner, 1996, pour qui le Grand Tour va des années 1540 à 1840, l'aurait été? Même si les pratiques internes au Grand Tour ont évolué en 3 siècles, on ne voit pas de raison fondamentale, qui, dans la nature même des faits étudiés, autorise à les ranger dans 2 catégories en fonction d'un seuil chronologique. S'il faut, comme le MIT le souhaite, définir le tourisme par les pratiques touristiques, Stock et al., 2003 page 21, au nom de quoi la limite entre ce qui est touristique ou non serait-elle d'ordre chronologique? Nous pensons donc que la relation tourisme-altérité-lieu doit déjà être relativisée dans l'espace et dans le temps. Mais après tout, peut-être cela est-il l'objet de nos préoccupations communes, même si elles ne sont pas formulées de façon identique. Le chapitre 2 reviendra sur cette question fondamentale. D'autre part, de quoi parle-t-on quand on fixe le début du tourisme moderne à la révolution industrielle? La notion de précision est déjà très relative quand on affirme « Le tourisme est né à un moment précis le XVIe siècle », Stock et al., 2003 page 83. De quelle temporalité s'agit-il? Et avec quel pas de temps pour qu'un siècle entier soit qualifié de moment précis, dans une histoire du tourisme que la plupart s'accordent généralement à reconnaître comme un phénomène moderne en comportant 3 environ? Les pays touchés par la révolution industrielle ont d'abord fonctionné, en Occident, comme espace à la fois émetteur et récepteur de tourisme. Mais les autres? Des pays comme la Grèce ou l'Égypte, destination courue au XIXe accent grave siècle, n'étaient alors nullement touchés par la révolution industrielle. Beaucoup de pays récepteurs n'ont jamais été ni industriels, ni touchés par la révolution industrielle, ni même par un véritable développement économique, si l'on se réfère à beaucoup de pays de notre monde actuel où le tourisme joue un rôle important. Il y aurait donc à distinguer sans doute une typologie de pays, est-ce d'ailleurs l'échelle pertinente, où cette émergence des lieux touristiques corrélerait son insertion ou non, dans la révolution industrielle, l'époque concernée, le caractère émetteur, récepteur ou mixte, et à quel degré. Beaucoup de diversité sans doute à en attendre, pour éviter des propos trop schématisés, et une piste de recherche pour un amateur. Le tourisme en Chine ou au Japon relève-t-il de la révolution industrielle, dans sa nature ou à un titre quelconque? Est-ce un tourisme d'une autre nature? Faudrait-il trouver un autre terme pour le désigner? Lequel? Dans quelle mesure les anciennes pratiques touristiques qui ont perduré, en s'adaptant évidemment plus ou moins, dans l'ancien monde, sont-elles des catégories d'analyse pertinentes pour les nouveaux mondes? Un proverbe arabe dit en substance qu'en voyageant non seulement on se divertit, mais aussi qu'on fait progresser ses affaires et ses connaissances. Multifonctionnalité du voyage touristique, qui relativise certaines visions et à laquelle le MIT fait curieusement écho, quand il cite le proverbe africain « Si tu n'as pas étudié, voyage ». Équipe MIT 2002, page 128, et alors que ces conceptions restent très européocentrées pour une équipe qui aspire à leur diffusion. Le voyage est-il en complète congruence avec l'apostrophe-apprentissage réclamé plus haut? En fait-il partie? Le remplace-t-il? Il y a plus. Si la recherche de l'altérité pour sortir du quotidien est aussi essentielle, si, par cette combinaison liant déplacement et altérité, l'expérience touristique apparaît comme un moment d'une grande importance dans notre vie, équipe MIT 2002, page 102, au nom de quoi pourrions-nous prétendre que ceux qui se déplaçaient pour aller voir autre chose dans leur hors quotidien, les Romains dans leur villa par exemple, d'Achari 1991. Confère CH2, mais d'autres au Moyen-Âge ou à la Renaissance n'étaient pas des touristes? Est-ce qu'il existe un véritable projet existentiel du touriste? Équipe MIT, 2002, page 102. Comment pourrions-nous dénier aux Romains d'avoir eu un projet d'existentiel dans lequel ils auraient intégré ce déplacement à la campagne chère à Virgile? Autrement dit, le tourisme est-il le produit d'une époque, ou est-il à la limite un état d'esprit? À moins que les états d'esprit changent selon les époques. Mais une telle analyse met en jeu des connaissances de sciences sociales d'ordre psychologique, sociologique, ethnologique que nous ne prétendons pas maîtriser. Si l'on touche à l'existentiel, on touche à l'homme et à l'humanité. Périlleuse entreprise. Car pourquoi donc, dès lors,
Limiter la recherche d'une altérité d'ordre touristique à l'apparition de la révolution industrielle? Qu'il y ait eu alors un cadre socio-économique qui a fixé des traits forts du tourisme moderne et de ces lieux qui ont perduré? D'accord. Mais si l'on récuse qu'il y ait eu tourisme avant cette révolution, d'une part il faudra aussi le récuser en beaucoup de lieux après, d'autre part il faudra soigneusement peser ces mots, précaution superflue. Cela va de soi, en fonction des lieux concernés. Cela marque l'ambiguïté et les insuffisances d'un terme comme tourisme. Et on peut le regretter, mais c'est comme cela, à moins d'inventer de nouveaux vocables qui puissent faire rapidement l'unanimité, dans les mondes de la recherche, de l'enseignement, des professions et institutions touristiques. Bref, le propos du MIT oscillant entre universel et circonstanciel semble mal affermi sur ses bases et à trop vouloir prouver, ne prouve pas grand-chose. Cela ne veut pas dire qu'on ne progressera pas encore. Le piège des mots. La légitime prétention scientifique à l'universalité se heurte aussi, dans son expression, à l'obstacle du langage. Les pages précédentes ont effleuré cet aspect des difficultés de la recherche. Il faut revenir sur certains aspects terminologiques. L'un a été évoqué plus haut, et concerne la substance même du tourisme. On sait que lorsqu'on change la lame d'un couteau, cela reste le même couteau, puis le manche, et c'est encore le même couteau, si bien que l'objet est toujours censé être le même alors que ses composants ont changé. Son essence est restée. Le tourisme est-il dans ce cas? Si oui, la situation est-elle suffisamment grave pour qu'on cherche à l'améliorer, et le cas échéant, que faire pour y remédier? Une autre difficulté réside dans le fait de vouloir donner une valeur universelle à des mots ou des concepts intraduisibles ou inexistants. L'italien et le danois ignorent le mot loisir. L'allemand use de deux mots avec une légère nuance pour désigner aussi bien le tourisme que les loisirs-récréation, ce que le français ne fait pas, et sans préjuger ici de recreation, qui appellera aussi un examen critique plus serré. Les concepts varient d'une culture ou d'une langue à l'autre, ils peuvent d'ailleurs manquer, et l'on est à la merci d'un faux ami. Un exemple typique en est l'utilisation du terme des ' industrie touristique, sur laquelle il faudra revenir de façon plus explicite à propos de la définition du tourisme. Et pour un Libanais, un chalet n'est généralement pas autre chose qu'un appartement dans un grand immeuble de béton en bordure de mer. Un souci d'universalité véritable devrait donc conduire à explorer l'ensemble des concepts dont on veut parler, dans tous les lieux et à toutes les époques, à en déterminer le contenu, à leur trouver un équivalent acceptable dans diverses langues, voire même à les intégrer, fût-ce au prix d'une légère modification orthographique, dans la langue, ce qui n'est toutefois pas une garantie que le sens reste le même en passant d'une langue à l'autre. Les Allemands ont ainsi adopté Tourismus, à côté de Fremdenverkehr, les Néerlandais Tourisme, les Espagnols, les Portugais et les Italiens Turismo, les Polonais Turizedem, les Suédois Tourisme, et l'OMT s'efforce d'accorder tous les contenus induits par ces mots qui, chacun dans sa propre culture, ont existé avant qu'elle-même existe pour tenter d'en harmoniser les contenus. Cela pose la question du flou, dans la définition du tourisme, question que le chapitre 2 abordera de plus près. À cela s'ajoute, en matière de terminologie, le danger des métaphores. Par exemple, si on se mettait à penser rigoureusement le concept d'espace, on se demande où l'on pourrait aller chercher des remplaçants pour ces approximations si commodes que sont les métaphores spatiales et qui nous servent à penser, à parler du reste. Ali Pietz, cité par Arnoux et Mangin 2000, page 270. Nous pensons que l'on pourrait remplacer dans cette phrase le mot espace par celui de tourisme, et qu'elle n'en perdrait pas sa pertinence. Car continuent les auteurs qui sont géographes, le discours de l'enseignant et du chercheur sommes-nous tentés d'ajouter. JMD repose lui-même sur un champ de représentation plus ou moins clair, alimenté par ses connaissances, ses expériences, ses préjugés. Ibidem page 270. Cela rejoint exactement nos réflexions ci-dessus à propos des croyances et opinions du chercheur, qui doit bien faire avec, aussi rigoureuse que soit sa démarche scientifique. Nous n'y échappons pas nous-mêmes, avec et après tant d'autres, et on peut peut-être le regretter, mais il ne semble pas qu'il y ait moyen de s'en abstraire. Si le tourisme, comme on le pense généralement, est largement investi par les représentations, il est évident que celles-ci produisent des éléments de connaissance qui ne sont pas scientifiques en soi,
parce que trop subjectifs, empreints d'émotion, de sensibilité, mais qui font aussi partie de la connaissance. Quand le MIT, entre autres, parle de lieux touristiques qui ont caressé le projet, équipe MIT, page 245, ou de lieux touristiques à plaindre, ibidem, page 249, il cède par l'effet de métonymie stylistiquement acceptable à un anthropomorphisme scientifiquement coupable, mais dont on l'absoudra volontiers en l'occurrence. La connaissance ne passe-t-elle que par un langage aseptisé? Et dans quelle mesure cette exigence est-elle scientifiquement acceptable et socialement praticable? Vaste question qui déborde du cadre de nos compétences sur laquelle d'autres, plus experts que nous en sciences sociales élargies, n'ont pas manqué de se pencher. Certains ont même proposé que l'on considère The Tourist a Metaphor of the Social World, Dan 2002, et affirment que more and more novel and associated metaphor are required which link the changing nature of the tourist to an ever mutable environment, ibidem, page 13. Comment prétendre en effet à une totale objectivité? Le chercheur en tourisme semble, plus que d'autres, devoir être victime de son implication dans son objet d'étude, à moins d'une vigilance extrême et, souhaitons-le, pas paralysant. Erknafour remarque avec justesse que chacun a été touriste, a accueilli des touristes ou les a côtoyés dans son environnement. Équipe MIT, page 5. Ce n'est pas le cas de tous les géographes dans leur spécialité, qui n'ont été ni agriculteurs, ni industriels, mineurs, pêcheurs, transporteurs, commerçants, banquiers, et n'ont donc jamais été pour ainsi dire juges et parties dans leurs recherches, encore moins s'il s'agit de géographie physique. Y a-t-il un seul chercheur en tourisme qui n'ait jamais pratiqué le tourisme, et qui puisse faire totale abstraction de son expérience en ce domaine? L'interdisciplinarité. On a déjà dit que quiconque s'intéresse au tourisme ne peut pas s'enfermer dans sa stricte discipline. Comment donc être suffisamment spécialiste dans un grand nombre de disciplines pour arriver à avoir du tourisme une vue assez compréhensive, prendre du recul, apprécier les transversalités nécessaires et faire écho de façon convenable aux sollicitations fréquentes dont le chercheur est l'objet de la part de la demande sociale? C'est une nécessité que chacun intègre comme il le souhaite dans sa démarche, et le consensus semble établi sur la nécessité d'études interdisciplinaires. Depuis longtemps, en effet, on admet que Tourism Studies reconnaissent no disciplinary boundaries, mais que the close relationship between tourism and leisure fields n'empêche pas que the tourism and leisure fields are not coextensive. Faulkner et Ryan, 1999, page 3. Ce fait a été reconnu depuis longtemps aussi parmi les chercheurs français, ou les études de sociologues comme J. Dumas-Hédier, 1962, d'économistes comme J. Fourastier, 1970, d'historiens comme M. Boyer, 1972, 2000, 2005, de géographes comme F. Cribier, 1969, ont fait la différence dans les années 1960 à 70 entre, par exemple, les vacances en déplacement et les vacances à la maison, les premières étant du tourisme, les secondes, nourries de jardinage, bricolage, lecture et autres activités domestiques relevant des loisirs. Mais l'on peut s'interroger aussi pour savoir si le tourisme comme champ de recherche n'est que la somme de tous les apports disciplinaires additionnés, ou s'il est plus que cela. Dans ce cas, il serait à discipline in his own right, Faulkner et Ryan, page 4, ce dont nous discuterons de nouveau plus loin. Pour le moment, on observera simplement, parlant de l'interdisciplinarité, que si l'on veut intégrer en une discipline les apports de celles qui sont actuellement reconnues et utiles pour l'étude du tourisme, il serait sans doute nécessaire d'intégrer l'ensemble des paradigmes sur lesquels reposent ces différentes sciences, ce qui est loin d'être fait. Mais peut-être la géographie du tourisme, voire la géographie tout court, sont-elles en train de changer de paradigme, ce qui mériterait alors d'être creusé et explicité? Comme le dit R. Brunet, prendre conscience des changements de paradigme éviterait de faux débats sur les méthodes et les concepts. 1993, page 265. Du coup, peut-être sommes-nous en train d'alimenter un faux débat, mais si nous contribuons à une prise de conscience, pourquoi s'en plaindre? Mais où s'arrêter? Compte tenu du caractère très ouvert du tourisme qui conduit à faire appel à des disciplines de plus en plus nombreuses? Déjà, un lecteur français ne peut manquer de s'étonner en constatant la présence, dans un atlas consacré au tourisme et aux loisirs en Allemagne, d'un chapitre consacré au thème « Polluants atmosphériques et récréation », Baker et Job 2000, pages 136 à 139. Il devrait pourtant nous être évident que le touriste a le droit de savoir quel air il va respirer dans ses déplacements,
comme le pavillon bleu le rassure sur la qualité de l'eau où il va se baigner. Cela ne nous semble pas étranger à une approche géographique du tourisme. La psychologie et la médecine humaine ont aussi quelque chose à voir avec le tourisme, mais on peut se demander si bientôt, au nom d'une part de la vision la plus large possible des différents visiteurs des lieux touristiques et de leur prise en compte pour un meilleur aménagement, et d'autre part des droits des animaux, on n'en viendra pas à devoir considérer de plus près la psychologie animale et la médecine vétérinaire dans des situations inattendues. Ce n'est pas que ces disciplines soient absentes de la gestion des parcs naturels ou des zoos, aux lieux touristiques, mais elles induisent encore une nette séparation entre l'homme et l'animal dans le traitement des individus et la gestion des espaces qui leur sont alloués. Or, certains commencent à s'en émouvoir. Un géographe néo-zélandais, par exemple, a étudié la discrimination sur les lieux touristiques entre les chiens et leurs propriétaires. Ces enquêtes l'ont amené à demander aux propriétaires de chiens comment ils perçoivent les sentiments ou émotions, feelings de leur chien quand ils doivent le laisser à la maison pour pratiquer une activité de loisir où les animaux ne sont pas admis. Depressed, lonely, relax, stress therapy. Peu importe ici le résultat de l'enquête. Mais quand on demande aux chercheurs, non sans un soupçon de provocation, s'ils ne pensent pas que ce type de raisonnement devrait alors s'appliquer à tous les animaux de compagnie ou familiers, chats, cheval, oiseaux, serpents, il renchérit en disant qu'il trouve anormal que les chiens ne soient pas admis dans les musées ou les chevaux dans les réserves naturelles ouvertes au public. Ceci peut sembler anecdotique, mais n'en traduit pas moins de nouvelles tendances, non malthusiennes, auxquelles le chercheur comme le praticien vont devoir, voire doivent déjà, faire face dans la société, avec de nouveaux outils, de nouvelles perspectives, de nouveaux modes de gestion. Et même si l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a quelque part quelque abus à placer ainsi l'animal sur le même plan que l'homme. Étudiera-t-on bientôt les chiens touristes et leur réaction devant un site superbe ou la carte d'un restaurant canin fameux? Y a-t-il dérive ou s'agit-il de science? Un chien peut-il avoir un projet existentiel? Il peut en tout cas faire partie de celui de son maître. Quelles sont les limites du monde du tourisme, s'il y en a, et quelles disciplines seront nécessaires pour les explorer? Vers la création d'une nouvelle science, la tourismologie? Les questions ci-dessus convergent naturellement vers celle de la naissance d'une nouvelle science, qui pourrait s'appeler la tourismologie. Les géographes ont été parmi ceux qui ont investi les plus nombreux et le plus anciennement, depuis plus de 5 décennies, et avec une intensité croissante, le champ du tourisme, aussi bien en France qu'à l'étranger, ce qui donne à leur discipline un certain poids dans ces études, d'autant plus qu'il s'agit d'une discipline a priori très importante pour la prise en considération des phénomènes touristiques à toutes les échelles, qu'il s'agisse des flux, des espaces touristiques de toutes sortes ou du rôle du tourisme dans l'organisation des territoires. Observons d'ailleurs que c'est grâce à tous ces travaux, même inégaux, que les chercheurs actuels, seuls ou en équipe, peuvent maintenant proposer les synthèses auxquelles nous réagissons. Ce développement des études touristiques a vite fait prendre conscience aux géographes, et aux autres aussi, qu'elles ne pouvaient revêtir leur vrai sens que si elles s'ouvraient à d'autres disciplines que la leur, comme on l'a expliqué ci-dessus. L'évidence de la complexité du phénomène touristique a donc émergé peu à peu, et les disciplines universitaires ont donc franchi des limites disciplinaires pour pouvoir bénéficier des apports des autres disciplines, sans s'ériger pour autant comme spécialistes dans ces dernières. Dans le même temps, le monde professionnel, constatant l'essor prodigieux du tourisme depuis quelques décennies, mais aussi sa complexification croissante liée à la diversité d'une demande de plus en plus multiforme, a accueilli avec satisfaction l'arrivée de diplômés qui avaient du tourisme une vision moins simpliste que beaucoup de leurs aînés, et cherchaient à pratiquer et à vendre un tourisme de plantation, plutôt que de cueillette. La demande ne cessant de croître, on a vu se multiplier une offre de formation supérieure spécialisée et souvent très pointue, tandis que les travaux de recherche, répondant à une demande sociale ou non, se multipliaient à un point tel que bien malin est celui qui peut prétendre en maîtriser la connaissance. Mais les formations spécialisées sont souvent ambiguës. C'est en tourisme qu'elles affichent une spécialisation, pas dans les différentes disciplines existantes. Et selon les lieux, les responsables, les circonstances, elles penchent plutôt vers la géographie, l'économie, la gestion, le droit, l'aménagement, l'hôtellerie, chacune ajoutant en plus de sa spécificité propre,
quelques doses ou pincées d'autres disciplines qui cimentent le tout autour de la notion de tourisme. Tout cela est loin d'être inutile. Mais paradoxalement, ce qui passe alors pour spécialisé par rapport aux disciplines académiques traditionnelles, lettres, langues, histoire, géographie, droit, sociologie, économie, ne l'est pas réellement pour le tourisme, puisqu'on se trouve précisément obligé, faute de moyens divers, de choisir certains aspects touristiques sur lesquels on met l'accent, alors qu'une perspective de formation authentiquement touristique devrait au contraire s'ouvrir largement sur l'ensemble des disciplines qui concourent à l'étude du fait touristique. Or, il semble actuellement impossible d'embrasser tout le champ touristique, compte tenu de son ampleur, de ses spécialisations internes, nonobstant les querelles intra- et interdisciplinaires que cela suppose, des courants liés à des aires culturelles, des pays ou des personnes et qui ont tous quelque chose à apporter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.